Bien. Bonsoir à tous, bonsoir Florence, Wendy. Euh, Bienvenue donc à la faculté de droit. Donc je vais vous présenter Caroline, moi, je aujourd'hui. ne t'entends pas du tout. Je ne sais pas si je suis la seule Ah, dans ce cas-là, mais Wendy, est-ce que tu m'entends? Moi, j'entends très bien. D'accord. voilà, impec pour moi, désolée. Autant pour moi, c'était de mon Ok. côté. Non, non, c'est possible. Bien. Donc je suis Caroline Vandeville, responsable de la licence droit et culture juridique. Donc je vais vous présenter donc sur le campus de Lille. Mais je représente également mon homologue sur le campus d'Issy-les-Moulineaux, puisque voilà, la licence droit et culture juridique est déclinée sur les deux campus et exactement de la même manière, même maquette, même recrutement. Donc, je vais vous donner quelques informations concernant cette licence. Et évidemment, je suis là pour répondre à toutes vos questions, puisque c'est un format un petit peu voilà, différent de ce que vous avez pu connaître peut-être aux journées portes ouvertes ou lors des immersions. Donc l'idée, c'est de donner la parole à tous, de donner la parole aux étudiants également, que je remercie. Donc nous devons avoir avec nous Lola, Ambre, Manon et Camille. Donc merci de votre présence et de vos divers témoignages. Et c'est vrai que souvent, on se comprend mieux entre étudiants ou entre futurs étudiants et étudiants qu'entre enseignants et étudiants. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et à rebondir sur ce que je pourrais raconter. Je tiens à rajouter également qu'il y a Noéva Gesbach qui est en L3 DCJ sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Ouais. Merci, Noéva. Et voilà, j'avais pas son nom. Donc, la licence droit et culture juridique. Donc déjà, c'est la licence générale de droit. Si vous vous êtes intéressé un peu à nos maquettes, vous avez vu que nous proposions plusieurs parcours de licence. Alors, sur l'île, 3 parcours Euro Sciences Po DCJ, sur Paris, Euro et DCJ. Bon, pour faire votre choix entre ces divers parcours, il faut que vous sachiez que la licence DCJ, c'est la licence classique de droit. C'est la licence générale de droit, celle qui va vous permettre d'accéder à toutes les professions juridiques et judiciaires, aux différents concours. Et c'est celle dans laquelle vous allez trouver le nombre le plus important de matières purement juridiques, des matières de procédure et diverses options en lien direct avec le droit. Les spécificités de la licence droit et culture juridique, on les retrouve au niveau du dispositif clinique du droit. C'est-à-dire que dès la première année, on va vous proposer d'être en lien direct avec la pratique du droit. Donc, un mot sur cette clinique, ça correspond à l'apprentissage du droit par la pratique et elle est dispensée justement par des praticiens, des avocats pour la première année et ensuite d'autres représentants des professions juridiques en deuxième et troisième année. Donc, l'idée, c'est de toutes les semaines vous réunir en petits groupes et vous apprendre les fondamentaux de la pratique du droit. Donc, ça commence par des petites plaidoiries, par des règles de déontologie. Et ce sont les avocats qui vous encadrent. En général, c'est quelque chose qui est très bien perçu. Les étudiants pourront me confirmer, puisque ça vous permet de donner du sens en fait aux études de droit et de savoir à quoi ça sert dans la vraie vie et comment vous allez pouvoir utiliser toutes les règles que vous allez apprendre. Quel que soit le parcours que vous allez choisir, Euro, DCJ, Sciences Po, il y a un tronc commun qui est constitué des matières fondamentales qui sont le droit civil et le droit constitutionnel. Donc, ce sont les deux grosses matières qui vont vous donner le plus de travail pendant ces différentes années
de droit, matières au cours desquelles on va vous apprendre la méthodologie juridique. Donc ça, vous allez le retrouver dans tous les parcours. Donc en DCJ, vous allez avoir ces deux matières, deux grosses matières, les étudiants confirmeront. Et puis à côté, des matières optionnelles, comme leur nom l'indique, vous pourrez choisir entre différentes matières qui vous seront proposées. Et puis, ce qui est une spécificité aussi des DCJ, ce sont les matières d'humanité. Alors, vous allez, vous êtes peut-être déjà renseigné, mais découvrir que dans les différents concours des professions juridiques et judiciaires, il y a toujours des épreuves de culture générale. Alors, épreuve de culture générale, c'est extrêmement vaste. Qu'est-ce qu'on met dans culture générale? On peut tout mettre. Donc, nous avons décidé de flécher, d'orienter et de spécialiser nos étudiants dans une matière, soit l'histoire, soit la science politique, soit les sciences économiques, et ce qu'on appelle une matière d'humanité que vous allez garder pendant les 3 années de licence pour affiner vos connaissances dans un domaine spécifique. Donc ça, c'est spécifique à la licence DCJ. Dès la première année, vous choisissez une humanité et puis en deuxième, en troisième année, vous affinez sur les connaissances de la matière. On va insister aussi en licence DCJ sur l'acquisition évidemment de la méthodologie juridique, donc sur les connaissances procédurales, sur les connaissances de raisonnement juridique. Et ce qui est une spécificité plutôt de notre université que du parcours DCJ, c'est l'accompagnement qu'on va vous proposer pour acquérir cette méthodologie juridique. Vous allez découvrir en fac de droit une nouvelle méthode de travail. Là, c'est une remarque qui est générale, qui n'est pas spécifique à notre mode de fonctionnement. Vous allez voir, vous êtes peut-être en train de suivre en terminale l'option grands enjeux du monde contemporain, où on vous donne voilà, une première idée de ce qu'est le droit. C'est une sorte de teasing, si je puis dire. Mais arrivé en fac de droit, vous allez découvrir vraiment une nouvelle méthode de travail, de nouveaux exercices. C'est ce qui va représenter pour vous la plus grosse difficulté, c'est-à-dire se mettre, voilà, et adhérer à cette nouvelle méthode de travail. Et pour que vous puissiez adhérer progressivement, en douceur, on propose 2 dispositifs d'accompagnement. D'abord, vous allez avoir une unité de transition qui va vous permettre de vous mettre tout doucement sur les rails, unité de transition sur les premières semaines. On va vous apprendre à travailler, il y aura des séminaires d'apprentissage, comment apprendre un cours de droit, comment prendre des notes, etc. Et puis, des premiers cours qui seront dispensés pour vous mettre tout doucement sur les rails. Et tout au long de l'année, tout au long du premier semestre, du second semestre, vous aurez aussi un accompagnement qui vous sera proposé, cette fois sur la base du volontariat, des ateliers dans lesquels vous pourrez vous entraîner aux exercices méthodologiques qui sont demandés en première année. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de l'accompagnement. Alors, je vais vous parler du recrutement, dire quelques mots, et je compte sur mes collègues, Florence, Wendy, pour relancer si jamais j'ai oublié certaines choses. Et encore une fois, je vais répondre à toutes vos questions. Au niveau du recrutement, puisque c'est la question récurrente, comment peut-on être sélectionné, rentrer à la Cato en fac de droit? Avec ma collègue d'ici les Moulineaux, nous avons les mêmes critères de recrutement.
il faut vous inscrire sur Parcoursup, vous le savez. Je crois que vous êtes bien accompagné dans le secondaire pour faire vos vœux sur Parcoursup. Et nous allons étudier, alors, principalement votre projet motivé, d'accord? On ne se base pas exclusivement sur des résultats, vos résultats de première et terminale, tout simplement parce que le droit est une matière qui est complètement nouvelle. Donc, on ne va pas exiger de vous que vous ayez des prérequis sur quelque chose qui ne vous a jamais été enseigné. Donc, vous allez découvrir complètement cette matière. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte véritablement votre motivation. Pourquoi vous avez envie de faire du droit? Vous avez peut-être un projet professionnel qui va évoluer au cours des différentes années, mais vous avez envie de faire du droit, et c'est ce qu'il faut faire ressortir dans votre projet motivé. Dans les critères de sélection, on va prendre en compte aussi le dossier dans sa globalité, d'accord? Mais ça n'est pas le critère le plus important. Et on va aussi prendre en compte le bac que vous avez choisi de passer, bac général ou bac technologique. Alors, en licence droit et culture juridique, nous admettons des étudiants qui n'ont pas suivi une filière générale. Alors, ça n'est pas la majorité, mais tous les ans, sur des très bons dossiers, nous prenons des étudiants qui ont suivi une filière technologique. Donc, pas de crainte sur le mode de sélection, parce que c'est souvent ce qui revient aux journées portes ouvertes ou lors des immersions, cette crainte de ne pas être pris à la cato. Les étudiants qui sont réellement motivés, même si les résultats sont un peu fragiles sur la terminale ou sur la première, peuvent tout à fait intégrer la licence droit et culture juridique. Un mot pour terminer sur la charge de travail, puisque c'est aussi une question qui revient souvent. Alors, il y a beaucoup de travail en licence de droit, quelle qu'elle soit, dès la première année. Mais ce qui va être le plus compliqué, c'est vraiment l'adaptation et la temporalité, si je puis dire, puisque vous allez perdre vos repères du secondaire où vous avez cours de 8h à midi et de 13h à 17h peut-être. À la fac, bien les emplois du temps sont un peu moins réguliers et il va y avoir des espaces de travail entre les cours pendant lesquels vous allez devoir préparer vos séances de TD, apprendre votre cours. Et donc, c'est une des difficultés du début qui va vite être effacée, se réguler. Donc, cette charge de travail, elle va s'installer et ce rythme de travail va s'installer tout doucement. Alors, ce que j'ai coutume de dire aux étudiants qui hésitent entre le droit et la médecine parfois, c'est que voilà, on est sur vraiment deux méthodes de travail complètement différentes. On n'est pas dans un concours en droit. Donc, en licence DCJ, eh bien, si vous avez la moyenne, vous passerez en deuxième année. Il n'y a pas de compétition entre les étudiants et un étudiant qui travaille régulièrement réussira sa première année. Le secret, je vais vous le donner, c'est la régularité, c'est de s'y mettre tout de suite. Et la principale qualité d'un étudiant en droit, pour moi, c'est la curiosité. C'est le fait de s'ouvrir à l'extérieur, de s'intéresser à l'actualité et d'être sans cesse dans cette quête de la recherche d'informations et
vouloir assouvir cette curiosité. Donc, pas de prérequis, on va dire, théorique pour arriver en fac de droit, une motivation et puis cette ouverture d'esprit qui vous permettra de réussir dans vos études. Donc, je laisse rebondir peut-être les étudiants ou mes collègues de la com. J'ai peut-être oublié certaines choses, très certainement, mais je préfère que vous me posiez vos questions. On a une première question. Est-ce que le fait d'être dyslexique peut poser un problème? Alors, le fait d'être dyslexique ne posera pas de problème puisqu'il y a des accompagnements qui sont proposés pour les étudiants qui présentent ce genre de troubles. Puisque voilà, le CPSU, les étudiants qui ont besoin d'un accompagnement, un aménagement, par exemple des examens, un tiers-temps, vont être reçus par le centre médical qui suit les étudiants et va permettre à l'étudiant d'avoir ce type d'aménagement. Alors, il y a plusieurs formes de troubles, de dyslexie. Donc, je ne suis pas compétente pour rentrer dans le détail, mais ce qui est certain, c'est que voilà, nous avons des étudiants qui, tous les ans, réussissent leurs années alors qu'ils ont un trouble à l'origine. Ça, c'est vraiment pas un problème pour nous. Je vois qu'il y a une question, il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, il y a une autre question. Bonjour. Bonjour, du coup. C'était, alors, les passés, cette licence peut-elle préparer au concours BLM, donc Business Law and Management, qui est en partenariat avec l'EDEC en L3. Tout à fait. Alors, Business Law and Management, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours qui est proposé à partir de la L3, donc une double diplomation avec l'EDEC, donc école de commerce et fac de droit, et qui oriente, enfin, qui est proposé aux étudiants qui souhaitent s'orienter vers le droit des affaires. Donc, la licence DCJ prépare tout à fait au concours BLM, de même que les autres parcours, que ce soit licence euro ou sciences politiques pour le campus de Lille, prépare au concours BLM puisque la matière principale qui va faire que vous serez sélectionné ou pas en BLM, c'est la matière fondamentale qui est le droit des obligations. Donc, la licence DCJ prépare tout à fait à ce concours BLM. Alors, on a une autre question sur la provenance du lycée. Est-ce que le fait de venir d'un lycée qui n'est pas de région parisienne, par exemple, ou de région lilloise, enfin, est-ce que le fait de ne pas venir de région parisienne ou de région lilloise peut être déterminant ou pas pour la candidature? Alors, la question purement géographique n'est absolument pas prise en compte. C'est-à-dire que l'origine des étudiants, de manière géographique, encore une fois, n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que nous avons des étudiants à Lille qui viennent des 4 coins de la France, à Issy-les-Moulineaux aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les Lillois à Lille et les Parisiens à Issy. Ce n'est pas du tout dans nos critères de recrutement. Je crois qu'on ne regarde même pas d'où viennent les étudiants. On a des étudiants qui viennent de l'étranger aussi, des expats, etc. Donc, le critère géographique n'est vraiment pas pris en compte. En revanche, la question qui est souvent posée, c'est voilà, je viens d'un établissement privé où la notation est un petit peu plus dure que dans certains autres établissements. Alors, ça, c'est un critère qu'on va prendre en compte. C'est-à-dire que
on connaît certains lycées, alors que ce soit sur l'île ou aux alentours, dans notre région, ou alors à Paris, ma collègue les connaît aussi. On sait bien que certains lycées ont tendance à noter un petit peu plus sévèrement, et ça, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'un 13 dans un certain lycée vaut peut-être un 14 dans d'autres, et on essaye de réajuster dans nos critères de recrutement. On va peut-être laisser Élorine poser sa question. Bonsoir, merci de me donner la parole. Alors, du coup, je suis une étudiante qui est en études à distance et je voulais savoir si votre faculté acceptait du coup les étudiants qui ont déjà fait une première année de licence et qui souhaitent passer du distanciel au présentiel par manque, entre guillemets, d'encadrement. D'accord. Et Laurine, vous êtes en première année de quoi? Licence droit, du coup, à la Sorbonne. D'accord. Et uniquement en distanciel? Oui, exactement. OK. Alors, oui, nous acceptons évidemment des étudiants qui ont fait une première année de droit. Alors, je précise que nous ne dispensons pas nos cours en distanciel, donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de possibilité de suivre, que ce soit à Lille ou à Issy-les-Moulineaux, la licence DCJ, ou les autres d'ailleurs, en distanciel. En revanche, on utilise le distanciel quand, voilà, période de, où c'est nécessaire. Je sais par exemple qu'à Issy-les-Moulineaux, demain, avec les fortes grèves annoncées, les cours se feront en distanciel, mais ça reste voilà, exceptionnel. D'accord? Donc, vous souhaitez repasser sur une licence en présentiel, c'est ça, Élorine? Oui, exactement. Oui, bah, il n'y a aucune, voilà, il y a aucune difficulté pour intégrer la licence DCJ. Sachez que vous postulez en première année. Alors, il s'agit de postuler en première année ou en deuxième année? En première année, du coup. En première année pour reprendre du Oui, départ. voilà. Alors, dans ces cas-là, il faut absolument passer par Parcoursup, hein. Même si vous êtes doublante, dans la mesure où il s'agit d'une première année, vous passez par Parcoursup. D'accord. D'accord? Et la sélection se fera de la même manière que pour un étudiant primant. Est-ce que vous avez validé certains ECTS au cours de Alors, cette première année? pas du tout, puisqu'en fait, nos partiels sont dans une semaine D'accord, et du coup, on n'a pas encore validé de crédit. ok. Donc, sachez que si vous validez des crédits et que les matières dispensées sont, voilà, sont les mêmes sur notre maquette, on peut vous reprendre certains crédits, mais ça, c'est voilà, c'est du cas par cas. Donc, pour répondre clairement à votre question, il n'y a pas le fait d'avoir fait une première année ne nuit pas à la possibilité de rentrer chez nous. D'accord, je vous remercie beaucoup. Une question de Lison qui nous demande quelle est la proportion des cours en TD et en amphi. Alors, la proportion des cours en TD et en amphi, alors il y a les deux matières fondamentales, droit civil, droit constitutionnel. Donc, le droit civil et le droit constitutionnel, alors je suis nulle en chiffres, donc je vais répondre à ma manière, sont dispensés le lundi, il y a 6 heures de cours, 3 heures de civil, 3 heures de constit par semaine. C'est-à-dire en amphi dispensé en cours magistral. À ces deux matières, vous avez des TD qui sont associés, donc toutes les semaines, 3 heures de TD de civil, 3 heures de TD de droit constitutionnel. Donc sur une semaine, vous avez 12 heures qui sont dédiées aux matières fondamentales. Et en termes de proportionnalité, puisque c'était votre question, ben, on est sur moitié TD, moitié cours magistral. D'accord? Alors, on a une question de monsieur ou madame Hatch qui demande s'il y a des stages à réaliser au cours de la licence.
Oui, très bonne question, merci, puisque j'ai oublié d'en parler. Effectivement, au cours de la licence, c'est-à-dire au cours des 3 années de licence, les étudiants vont devoir effectuer une période de stage d'un minimum de 8 semaines. Alors, l'idée de cette obligation de stage, c'est de faire découvrir aux étudiants les métiers du droit. Donc, il ne s'agit pas de trouver un stage de 2 mois. Certains étudiants le font, mais ça n'est pas la majorité et puis ça n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de découvrir, donc de découper les périodes de stage. Par exemple, faire 2 semaines de stage en première année et puis en deuxième année, faire 4 semaines, mais 2 semaines dans un cabinet, 2 semaines en juridiction, par exemple. L'idée, c'est vraiment de découvrir les métiers du droit pour affiner le projet professionnel. Donc, les étudiants peuvent faire ces 8 semaines minimum, beaucoup plus s'ils le souhaitent, sur les 3 ans, sachant que nous sommes bien conscients que certains étudiants ont besoin de travailler l'été et cette période de stage pour amputer les périodes sur lesquelles ils doivent travailler. Donc, pour les étudiants qui ont un contrat de travail, qui justifient d'un contrat de travail, on réduit la période de stage à 4 semaines. Donc, je ne sais pas, les étudiants qui sont présents peuvent peut-être dire quelques mots des stages. Alors, en visio, là, j'ai Camille qui apparaît, mais les autres sont là aussi. Oui, pour les stages, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est 8 semaines obligatoires. Après, libre à l'étudiant de faire tout d'un coup ou de faire petit à petit. Après, moi, personnellement, j'ai fait petit à petit et c'est ce que je conseille parce qu'effectivement, c'est là qu'on découvre vraiment les matières en pratique. Donc, c'est comme ça qu'on va forcément lier des affinités. Et ce qui est quand même important, c'est que ce n'est pas forcément que des stages d'observation. Moi, personnellement, j'avais quand même pas mal de choses à faire. Donc, c'est vraiment bien. Ça vous permet un peu de voir comment se passe la professionnalisation après les études. Et vous pouvez faire vraiment dans n'importe quel domaine, même des domaines où vous n'avez pas cours. Enfin, à titre d'exemple, moi, j'ai fait du droit du travail en première année, alors qu'on ne fait pas du tout de droit du travail en première année. Donc, vous n'êtes pas limité à faire des stages dans les matières que vous avez en cours. Vous pouvez vraiment faire des stages dans différentes matières, quoi. Oui, merci Camille. Il faut que le stage, le seul critère, c'est que le stage soit en lien avec une activité juridique. Alors, même si le lien est un peu éloigné, voilà, il faut qu'il y ait ce lien. Après, effectivement, vous pouvez effectuer le stage dans n'importe quel domaine. Alors, on avait une question sur la lettre motivée Parcoursup. Mm. Qu'est-ce que le lycéen peut-il mettre en avant qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? Est-ce qu'il doit mettre quelque chose en avant de spécifique ou il peut y aller un peu plus sur ses passions ou autre? Alors, déjà, vous êtes limité sur Parcoursup, puisque le projet motivé, il y a un nombre de caractères, donc c'est vrai que ça ne peut pas être une vraie lettre de motivation, mais vous devez mettre en avant votre envie de faire des études de droit, le pourquoi. D'accord? Donc, le pourquoi, il peut y avoir plusieurs pourquoi. Il peut y avoir une envie d'accéder à tel métier, ou alors une envie de découvrir telle ou telle matière. Il peut y avoir une origine personnelle, voilà. Vous avez été confronté à une situation juridique qui vous a donné envie de faire du droit. C'est ce qu'on trouve dans les projets motivés. Donc, vraiment, ce qui est essentiel, c'est de montrer que vous avez envie d'eux et pourquoi vous avez envie de suivre ce type d'études. D'accord? Alors, c'est inutile de… Voilà, parfois, on voit dans les projets motivés, comme vous êtes restreint par les caractères, ce n'est pas nécessaire de dire que on est la meilleure faculté, on est les plus beaux, on le sait déjà, comme diraient certains de mes collègues. C'est une plaisanterie, mais
voilà, vous parlez de vous, en fait, de vous et pas de nous. Pourquoi vous voulez rentrer chez nous? Également, une question de Kenan Degré qui demande si les tests à passer, est-ce que les tests sont-ils à passer à distance ou en présentiel? Alors, effectivement, très bonne question aussi, puisque je n'ai pas parlé du test. Donc, les tests sont à passer à distance. Donc, ce sont des tests de motivation essentiellement pour la licence droit et culture juridique, avec quelques questions de culture générale, voilà, quelques questions d'actualité, mais vraiment d'actualité de base. Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un minimum au monde qui vous entoure, vous n'aurez pas de difficulté à répondre à ce test. Donc, c'est un test qui se fait à distance, qui va compter dans la sélection, mais qui comptera moins que le dossier en lui-même. Et ce test est fait également pour vous faire prendre conscience de ce dont on va vous parler de manière encore très, très générale, mais de ce que vous allez découvrir en droit. Le test, il doit avoir une double utilité. Nous, il nous permet de voir si vous avez, voilà, si vous êtes curieux, vous intéressez à l'actualité, et vous, il vous permet de voir si, effectivement, vous avez envie de creuser sur ces questions. Donc, le test se fait à distance. Et il y a un test par parcours, c'est-à-dire que si vous hésitez entre plusieurs parcours, Euro, Sciences Po pour Lille, DCJ, vous devez postuler dans chaque parcours et vous aurez un test à réaliser dans chaque parcours. Et j'ajoute également pour Prémar que ces textes sont effectivement obligatoires pour accéder du coup à la licence DCJ. Oui, tout à fait. En fait, le fait que vous passiez le test, c'est le premier élément de motivation. C'est-à-dire que, bon, voilà, les étudiants qui postulent et qui ne viennent pas au test, semblent être beaucoup moins motivés que ceux qui font l'effort de passer ce test. Donc, voilà, c'est déterminant pour pouvoir ensuite être sélectionné. Alors, on a... Wendy, vas-y. Ok, on a plusieurs questions qui reviennent sur les aménagements d'horaires et de cours. Donc, j'ai des étudiants qui demandent s'il y a des aménagements possibles pour des activités extrascolaires. Donc ici, j'ai pour un étudiant qui est inscrit au conservatoire, un étudiant qui est gendarme réserviste également. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants de Lille ou de Paris viennent des 4 coins de la France. Donc, il est difficile de satisfaire les souhaits de chacun, ce qui fait qu'il est même complètement impossible, évidemment, d'aménager les horaires de tous les étudiants, puisque tous les étudiants ont de bonnes raisons de ne pas avoir cours jusqu'à 20 h, de ne pas avoir cours le vendredi, etc. Donc, le principe, c'est qu'il n'y a pas de dérogation, d'aménagement possible, sauf évidemment pour des raisons de santé, ou alors pour les sportifs de haut niveau. C'est dans notre règlement des études, donc il est possible, dans ces cas-là, évidemment, d'aménager les horaires des étudiants. Alors après, chaque cas individuel est quand même étudié par le responsable de formation, et si nous pouvons faire en sorte d'aménager, c'est-à-dire de placer un étudiant qui est vraiment dans une situation très spécifique, de lui donner un TD à 13 h plutôt qu'à 17 h tel jour, on va le faire.
mais on ne peut pas vous garantir qu'il y aura un aménagement des horaires. Alors, une question de Madame Offray qui demande à quel master de droit, forcément, prépare cette licence DCJ. Alors, cette licence DCJ, elle prépare à l'entrée dans tous les masters juridiques. Puisque, voilà, en droit, il y a deux grandes branches, le droit public et le droit privé. Et un juriste va toujours s'orienter vers l'une de ces branches. Et cette orientation, elle se fait véritablement dès la licence 3, c'est-à-dire par le choix des matières. Les étudiants pourront peut-être rebondir là-dessus. Et la licence droit et culture juridique va permettre de faire ce choix entre le droit privé et le droit public et d'accéder à tous les masters publics, privés, tous les masters de droit, y compris master de droit international, puisque alors pour accéder à un master de droit international, il y a des prérequis, notamment la maîtrise de l'anglais, si les cours sont dispensés en anglais. Mais voilà, pour accéder à un master de droit international, il n'est pas impératif d'avoir fait une licence euro. La licence DCJ le permet également, dès lors que l'étudiant répond à je pense à celui-là, mais ce prérequis de maîtrise de la langue. Alors, une autre question, est-ce la seule licence qui prépare au métier de notaire? C'est la licence qui prépare le mieux au métier de notaire. Ce n'est pas la seule. Puisque Sciences Po Euro prépare également, permettent aux étudiants d'accéder au notariat. Disons qu'en licence DCJ, si votre projet est déjà affiné, vous voulez être notaire, vous avez toujours voulu être notaire, autant prendre le chemin le plus direct. C'est la licence qui va vous proposer le plus de matières qui sont en lien avec le notariat. Alors, ce que je peux proposer maintenant, c'est de faire un petit tour de table et laisser les étudiants ambassadeurs peut-être se présenter pour que les lycéens puissent avoir plus de questions aussi à poser peut-être aux étudiants ambassadeurs sur leur parcours, etc. Donc, je vais commencer par une étudiante ICN, du coup. Noéva. Une présentation en vitesse, hein, tu parles juste de ta formation, peut-être les stages que tu as effectués, ce que tu voudrais faire du coup après la licence DCJ. Ok. Du coup, je m'appelle Noéva, je suis en 3e année de licence DCJ. Par rapport au stage que j'ai fait, donc j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Donc ça, c'était en L1. En L2, j'ai fait un stage dans une étude notariale. Et pour l'instant, je suis toujours à la recherche enfin, je ne sais pas encore vers où, dans quelle matière je vais faire mon stage cette année. Et sinon, je souhaiterais devenir notaire. D'accord. Et est-ce que c'est tes stages qui t'ont un peu poussé à choisir le métier de notaire ou c'était déjà un parcours, c'était déjà le parcours que tu t'imaginais faire en rentrant en droit, en licence de droit? Oui, du coup, je souhaite devenir notaire depuis, je dirais, la 4e, quelque chose comme ça. Enfin, ça fait très longtemps. Et donc, du coup, j'ai toujours un peu fait mes stages dirigés vers ça. Et ça m'a un peu confortée sur, justement, l'idée de devenir notaire. Et voilà, tout simplement. D'accord, très bien. Merci Noéva. On peut passer peut-être à Ambre. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Ambre. Aujourd'hui, je suis en Master 1 droit privé et sciences criminelles. Mais du coup, j'ai fait aussi mes 3 années de licence, en licence droit et culture juridique.
Donc, durant ma licence, donc moi, j'avais un contrat étudiant à côté et j'ai fait aussi, du coup, un stage dans une étude notariale, donc pendant 1 mois et demi. Et à la base, je m'orientais pas du tout vers le notariat, mais plutôt vers la magistrature. Mais du coup, les stages, ça m'a grave aidé, du coup, bah, un peu déterminer ce que je préférais. Au final, bah, maintenant, l'année prochaine, je m'oriente du coup vers le parcours notarial pour le M2. Ok, super. On peut... Je me permets, Ambre, parce que ça me fait penser à quelque chose. Vous venez de dire que vous aviez un contrat de travail. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans les aménagements des horaires, le fait d'avoir un contrat de travail est également pris en compte. Je ne l'ai pas précisé, dans la mesure du possible. Alors, je ne sais pas si vous, ça a été le cas, Ambre, si vous avez eu besoin d'un aménagement de vos horaires, mais voilà. Non, moi personnellement, non, mais je sais que bah, certains aussi en avaient besoin, mais ça a été pris en compte, oui, du coup, pour leur cours, évidemment. Lola, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bonjour. Bah, du coup, je suis en 3e année en licence DCJ. Quand je suis rentrée en licence de droit, de base, je voulais rentrer dans la police. C'était le projet pendant longtemps et j'ai fait des stages l'année dernière, dont un stage à l'étranger avec des avocats dans une entreprise. Et ça m'a complètement changé mon projet pro, ce qui fait que maintenant, je ne m'oriente plus du tout vers la police, mais plutôt vers le droit des affaires à l'étranger, à l'international. Du coup, avec mon stage, je bosse aussi l'anglais de mon côté pour valider les certifications qu'il faut pour les sélections en master. Mais voilà, c'est grâce au stage que ça m'a un peu changé de vue. Ok, Camille? Archibald ou Camille? Camille. Ok, donc bah, moi c'est pareil, je suis en licence 3 DCJ, donc sur le campus de Lille. Et au niveau des stages, c'est ça le point positif à la Cato, parce qu'à la Cato, c'est des stages qui sont obligatoires. Et souvent dans les facs publiques, c'est pas obligatoire. Et ces stages sont vraiment importants parce que, bah, par exemple, moi, à titre personnel, je voulais faire du droit pénal depuis des années. Et c'est en faisant mes stages que je me suis rendu compte que j'étais attirée par d'autres matières. Et c'est comme ça que j'ai changé mon projet professionnel. Donc, les stages, c'est vrai que c'est super important à la Cato. Ça vous permet soit de vous conforter dans votre choix, soit vraiment de changer complètement de projet professionnel. Donc, moi, j'ai fait donc première année cabinet en droit social et stage à la police nationale. Et deuxième année, pareil, en droit social et droit de la sécurité sociale pour du coup continuer un peu ce que j'avais aimé en première année. Et là, du coup, ça m'a vraiment conforté dans mon choix. Voilà. D'accord, bon, on va finir avec Archibald. Oui, donc bonjour, je m'appelle Archibald. Moi, je suis en L1 DCJ. Et donc, le droit à la base, c'était pas mon choix principal. Mais j'ai vraiment remarqué, enfin, je me suis réorienté vers ça avec un petit peu d'appréhension, c'est vrai. Et de mon parcours, de mon très, très bref parcours là, que j'ai commencé à la Cato, bah, j'avoue que ça me conforte vraiment dans mon idée de faire du droit et je voudrais éventuellement plus tard intégrer l'ENM si c'est possible. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ça te plaît? C'est le droit, c'est la FLD, c'est l'esprit qu'il y a à la FLD. Pour ajouter un petit peu plus Bah, j'ai été agréablement surpris parce que moi, je suis déficient visuel. Je suis justement, je voudrais un petit peu rebondir sur tout ce qui était dyslexie, dysorthographique, etc. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique et déficient visuel. Et au campus d'Issy-les-Moulineaux, j'ai été assez surpris, notamment de la réactivité. Parce que c'est vrai que dans les facs, j'ai eu, de part des anciens lycéens de mon lycée, j'ai eu quand même des échos sur l'administration et notamment sur le service handicap de certaines facultés qui étaient assez expéditifs dans les aménagements. Et j'ai été vraiment très surpris et très agréablement surpris de tous les aménagements. Moi, j'ai une salle individuelle pour passer mes examens.
Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'avec ma responsable du coup de handicap, c'est qu'elle ne fait pas uniquement que me donner des aménagements, c'est qu'elle m'apprend aussi des outils qui me sont pas du tout venus au lycée, qui ont vraiment facilité, je pense à la prise de notes ou autre chose. Donc ouais, c'est ce côté encadrement aussi qui m'a plu. Ok, merci. Merci à vous tous pour vos témoignages. Si peut-être vous avez des questions à poser aux étudiants ambassadeurs qui sont présents, vous pouvez les poser directement. Après, c'est vrai que ce serait plus simple si c'est un dialogue, mais si vous êtes timide, vous pouvez également poser des questions sur le chat. On Du va coup, rebondir sur les questions du chat si personne ne prend la parole. J'en vois une sur les sportifs de haut niveau. Cette personne, donc, c'est Lauriane qui demande si les cavaliers de compétition en amateur sont comptés ou si c'est uniquement les professionnels. Alors, merci pour la question, Lauriane. Je n'ai aucune idée de la réponse. Comme je disais tout à l'heure, voilà, chaque situation individuelle va être examinée et situation spécifique. Alors, je sais que sportif de haut niveau, donc il faudrait vérifier le règlement des études et c'est voilà, les différents membres du comité, enfin, les assesseurs aux doyens, pardon, qui pourraient répondre à cette question. Est-ce que ça entre dans le cadre de sportifs de haut niveau? Je ne connais pas les spécificités du monde équestre, donc voilà, il faudrait voir le règlement des études sur la question. Ça marche, merci Caroline. Madame Offray, qui lève la main. Oui, bonjour, bonsoir plus exactement, et merci de cette visio très intéressante et à ces jeunes étudiants qui nous donnent leur point de vue. Moi, j'ai ma fille qui est en visio là actuellement sur une autre, une autre JPO, qui, elle, souhaiterait faire des études effectivement, peut-être son rêve, entre guillemets, c'est de devenir juge pour enfants. Alors, elle a tout juste 17 ans. Et ce que je vois à travers le témoignage de ces jeunes gens, c'est que, et ce qui est assez frappant, c'est de voir que vous étiez tous avec effectivement peut-être des idées en tête ou un schéma peut-être de carrière, si on peut s'exprimer ainsi, plutôt précis, et de voir que ce sont vraiment vos stages qui, ce que vous avez confirmé là, ce sont vos stages qui, quelque part, vous ont totalement fait dévier de ce que vous pensiez faire peut-être en première année. Est-ce que ce sont vraiment les stages ou est-ce que c'est la maturité que vous avez acquise au cours de ces 3 années? Et l'autre question que je me permettais de poser, c'est est-ce que je voulais m'assurer que cette licence soit assez large, si je peux m'exprimer ainsi, pour préparer à tous les métiers du droit. Parce que là, j'ai l'impression mais c'est peut-être une erreur, qu'on est très basé ou axé sur le notariat. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je vous remercie de vos réponses. Non, je vais répondre du coup. Au niveau des projets professionnels, alors effectivement, les stages, ça joue beaucoup, mais les cours, ça joue beaucoup aussi, parce que par exemple, juge pour enfants, droit pénal, c'est des choses qu'on entend beaucoup de la part des lycéens, parce que forcément, c'est, on va dire, les métiers et les matières du droit qui sont le plus connus quand on est au lycée. Après, forcément, quand vous allez entrer en licence de droit, vous allez découvrir des nouvelles matières, donc forcément, vous allez avoir des nouveaux attraits pour des nouvelles matières. Et du coup, forcément, c'est cette maturité-là que vous allez avoir et la découverte des nouvelles matières qui va aussi vous faire changer de voie pour le projet professionnel. Mais après, il y en a aussi qui restent sur leur projet professionnel et voilà, il n'y a pas de souci. Elle va peut-être rester là-dessus et elle ne changera pas. Et puis pour la licence, non, la licence, elle prépare vraiment la licence DCJ. C'est vraiment celle qui vous prépare à tous les métiers du droit possible parce que vous allez voir du droit public, du droit privé, du pénal. Vous allez avoir des options aussi histoire du droit, droit international. Donc, vous voyez vraiment de tout.
Et après, c'est axé sur le notariat, pas du tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du notariat. Et donc, forcément, pour le notariat, c'est la licence qui prépare le mieux pour ça. Après, pour tous les autres métiers du droit, la licence DCJ, elle est vraiment super, hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, je rajouterais, concernant le projet pro, effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent avec un projet pro en tête et la première chose qu'on leur dit, c'est bon, il va certainement évoluer et il évolue grâce aux différentes rencontres aussi qui vont se faire outre les cours. Bon, il y a ce dispositif clinique du droit qui permet aux étudiants de rencontrer énormément de professionnels, donc découvrir des métiers. Et puis, grâce aux événements aussi qu'on organise au quotidien quasiment. Alors, il n'y a pas, quand je dis on, c'est toutes les équipes de la fac, et y compris les étudiants, puisque qui ont l'activité associative au sein de la fac ne cesse de se développer. Et les étudiants proposent des rencontres avec les professionnels. Donc, c'est grâce à tout ça, en fait, que le projet va s'affiner et que les étudiants découvrent des tas de métiers dont ils ignoraient l'existence, des tas de fonctions. Voilà, donc c'est évidemment le stage et puis tout ce qu'il y a autour aussi. Merci, madame. Une question d'Élorine, de nouveau? Oui, du coup, désolée de revenir sur la question des aménagements, mais je voulais savoir, du coup, est-ce que les aménagements pour les horaires se font bien pour, par exemple, les étudiants qui font des jobs sur tout le long de l'année ou uniquement pour les jobs d'été? Non, les aménagements peuvent être envisagés pour les étudiants qui travaillent toute l'année, bien sûr. Alors, derrière le mot aménagement, il faut voir ce qu'on peut mettre. Et encore une fois, chaque cas sera traité individuellement. Alors, s'il s'agit d'aménagement de libérer, par exemple, le vendredi soir, c'est quelque chose qui va pouvoir assez facilement être mis en place, puisqu'il y a des groupes de TD sur le jeudi et le vendredi, par exemple. Si il s'agit de quelque chose de plus lourd, c'est-à-dire que vous avez un contrat de travail qui nécessite que vous soyez absente 2 jours par semaine, il y aura peut-être d'autres choses qui seront proposées, du type un contrat étudiant, c'est-à-dire faire une première année de licence en 2 ans. Enfin, il y a des tas de choses qui vont être possibles, envisageables en fonction des situations et en fonction des contraintes qui nous sont aussi imposées. C'est-à-dire que si les cours de clinique du droit ne sont proposés que le lundi et le mardi et que vous nous demandez à être absente le lundi et le mardi, on ne pourra pas matériellement vous proposer un aménagement des cours de clinique du droit. Donc, tout ça se fait en concertation, évidemment, avec les services et en fonction des possibilités de chacun. D'accord, je vous remercie pour cette réponse. Une question sur les stages. Est-ce que les étudiants sont aidés pour trouver leur stage? Peut-être que nos étudiants peuvent répondre. Alors, pour la recherche de stage, il y a le Career Center qui peut nous aider. Mais aussi toutes les bases de stage des 5 dernières années, je crois, pour voir un peu les contacts des différentes personnes. Mais après, ça se fait beaucoup par réseau, surtout en licence, alors qu'ils cherchent plutôt des stagiaires en master. La licence se fait plutôt par réseau. Mais après, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les différents amis qu'on a à la fac, etc., ce qu'on entend. Les intervenants parfois qui interviennent aussi dans les cours de clinique de droit ou d'autres. Donc honnêtement, trouver des stages, c'est du boulot, mais on peut trouver, c'est trouvable largement. Alors j'ai une question. Quelle est la différence entre la licence droit et culture juridique et la licence Sciences Po? Alors, licence DCJ, licence générale de droit, la licence sciences politiques, donc on va retrouver le même tronc commun puisque c'est une licence de droit avant tout.
avec des matières de sciences politiques qui sont proposées et qui vont permettre, entre autres, aux étudiants d'accéder au concours des IEP. Donc, c'est vraiment développer toute une connaissance sciences politiques qui permet d'accéder à ces différents cursus. Et la licence sciences politiques permet également d'accéder au concours des professions juridiques et judiciaires, peut-être un peu plus orienté évidemment vers le droit public. Si un étudiant qui souhaite se diriger vers le droit des affaires va plutôt choisir la licence DCJ que la licence sciences politiques, puisqu'il y aura plus de matières en lien avec le cursus droit des affaires qui seront proposées, notamment le droit commercial, le droit des sociétés, qu'on va retrouver en DCJ, on ne retrouvera pas en licence droit et sciences politiques. Donc, moi, ce que je vous conseille, puisque certains d'entre vous ont probablement une hésitation entre les différents parcours, c'est de bien consulter les maquettes qui sont proposées sur notre site internet, c'est-à-dire voir, ne pas vous contenter de la première année, voir jusqu'à la fin de la troisième année, quelles sont les matières qui sont proposées. Et vous faire une idée et faire votre choix en fonction de toutes ces matières. Alors, je tiens à préciser aussi que ce n'est pas parce que vous entrez en licence sciences politiques que vous ne pourrez pas venir ensuite en licence droit et culture juridique et inversement. Alors, le inversement est un petit peu plus compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Mais l'idée, ça n'est pas de changer de parcours, mais si vous vous rendez compte en fin de première année que vraiment vous avez fait le mauvais choix, vous aimez le droit, ça, vous en êtes persuadé, mais vous avez fait le mauvais choix de parcours, il est toujours possible de prendre un rendez-vous avec le responsable de formation et d'envisager un changement de parcours. Alors, quand je dis que c'est un peu plus difficile de passer de DCJ à Sciences Po, c'est parce que Sciences Po ou Euro exigent des prérequis qui ne sont pas examinés pour la licence DCJ. Par exemple, en licence Euro, il faut obligatoirement maîtriser, avoir une très bonne maîtrise de l'anglais. Pour entrer en DCJ, ça n'est pas un critère. Donc, si vous souhaitez passer de DCJ à Euro, le responsable de formation de la licence Euro va vérifier que vous maîtrisez la langue. Alors, est-ce que la licence DCJ est la plus indiquée pour passer l'ENM? Elles sont toutes les trois. Oui, alors, l'ENM est le concours le plus difficile des professions juridiques et judiciaires. Je pense que les étudiants confirmeront. Quel que soit le parcours choisi, il faut bien comprendre que pour passer ce type de concours, il faudra associer une préparation. D'accord ? C'est le plus difficile. Alors, cette préparation concours, elle va permettre de combler certains vides dans les matières qui auront été étudiées. Donc, on va orienter la préparation en fonction du parcours qu'on a choisi. J'aurais tendance à dire, oui, la licence droit et culture juridique est la plus, c'est le chemin le plus direct pour conduire à l'ENM. Ma collègue, probablement de la licence droit et sciences politiques, dirait, la licence droit et sciences po permet aussi d'accéder à l'ENM parce que dans la partie sciences politiques, il y a des connaissances qui sont indispensables pour pouvoir passer l'épreuve de culture générale du concours ENM. Donc, je fais une réponse un peu mitigée. Est-ce que c'est la meilleure licence pour accéder à l'ENM? C'est celle qui propose le plus de matières de droit.
Je vais répondre comme ça. Et les 3 permettent d'accéder à l'ENM. Et il faut juste orienter la prépa qu'on va faire ensuite. Alors, j'ai une question sur la terminale. Et s'il faut avoir une moyenne minimum pour pouvoir prétendre à une des 3 licences? Non, il ne faut pas avoir de moyenne minimum. Alors, évidemment, plus la moyenne est bonne, plus voilà, le classement sera a priori supérieur. Mais des dossiers avec des moyennes qui sont à 10, des moyennes qui sont même en dessous de 10, si on a un projet motivé qui est intéressant, ben, on va peut-être un petit peu plus creuser sur le dossier. La note est tout à fait relative, elle peut s'expliquer par diverses raisons, notamment, je pense à un étudiant qui aurait eu des problèmes de santé pendant toute une année de lycée ou pendant plusieurs mois, des hospitalisations, et ces problèmes de santé qui ont fait chuter certaines moyennes et donc la moyenne générale. Évidemment, on ne va pas s'arrêter aux chiffres. Donc, il n'y a pas de moyenne minimum pour pouvoir accéder à la licence DCJ. J'ai une question sur les logements proposés pour les étudiants d'Issy-les-Moulineaux. Alors, à la différence du campus de Lille, nous n'avons pas de résidence universitaire sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Cependant, on a des partenariats avec alors je ne sais plus le nom exact, on a un partenariat avec des résidences qui ne sont pas universitaires, mais vous pouvez avoir des prix. Mais il faut y aller très vite, enfin, il faut faire votre demande dès le début de l'année, sinon c'est des places qui partent très vite. Mais non, nous n'avons pas de résidence universitaire, malheureusement, sur le campus ici. Alors, j'ai une autre question sur le pourcentage d'acceptation au test, le fameux test qui est fait après s'être inscrit sur Parcoursup, qui est fait et organisé par la FLD. C'est-à-dire le pourcentage d'acceptation. Combien parmi les personnes qui auront passé le test ils sont reçus? Est-ce qu'on peut le compter d'ailleurs de cette façon? Est-ce que ça vient s'ajouter au global? Oui, alors je pense qu'on peut pas le compter de cette manière-là, puisque le test va être englobé dans une appréciation générale avec le dossier. Et c'est cette appréciation globale qui va permettre le classement. D'accord? Après, dans les étudiants qui viennent passer le test, c'est pour ça que c'est difficile de donner des chiffres, je pense qu'il n'y en a pas. Dans les étudiants qui viennent passer le test, il y en a qui vont très bien réussir le test, avoir un très bon dossier et choisir un autre vœu. Donc, ça fausse complètement les résultats. Donc, je ne peux pas répondre à cette question en termes chiffrés, en tout cas. Je suis en train de regarder un petit peu les questions, mais ce serait plus simple, effectivement, si chacun prenait la parole. On a déjà fait un petit peu le tour, en fait, de ce qu'on a eu comme question écrite. Surtout, n'hésitez pas à intervenir, c'est plus... Voilà, l'échange est plus... L'échange est plus agréable pour tout le monde. Et même pour vous, je pense que ça peut vous apporter des réponses plus précises. Bonsoir. 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 Excusez-moi. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui est très, très claire.
En fait, voilà, j'ai ma fille qui est donc en terminale, qui travaille ce soir, là, qui ne peut pas assister à la visio. Et en fait, elle s'interroge beaucoup sur la licence TCJ et puis la licence de droit européen. Et du coup, j'ai déjà eu beaucoup d'éclairage par rapport à vos réponses, mais je voulais savoir la licence du coup de droit international européen, à quoi est-ce qu'elle préparait plus particulièrement en fait comme métier? Alors, la licence Euro, elle va préparer au métier du droit, encore une fois, parce qu'il y a ce tronc commun. Donc, voilà, un étudiant qui suit un parcours Euro et qui va être notaire, puisque c'est l'exemple qu'on prend depuis tout à l'heure, pourra accéder. Elle prépare plus d'emblée au métier du droit qui sont en lien avec l'international, c'est-à-dire au master de droit internationaux. Elle prépare au concours pour accéder aux institutions européennes, par exemple. Je pense à ça. Donc, il y a une ouverture, évidemment, à l'international, puisqu'il y a des cours qui sont dispensés en anglais dans la licence Euro. Il y a des cours qui concernent les systèmes juridiques étrangers. Il y a l'obligation de suivre une deuxième langue. Voilà, donc si votre fille aime la pratique des langues, qu'elle veut continuer dans ce sens et se donner une ouverture d'emblée à l'international, elle peut voilà, choisir ce parcours Euro. Alors, je tiens à préciser une chose également, parce que ce qui ressort souvent dans les réflexions des étudiants, c'est de dire le parcours Euro, c'est forcément le parcours d'excellence, comme Sciences Po. Alors, c'est ce qu'on peut. Alors, je vous vois sourire, Camille. C'est peut-être un sourire de confirmation. Il n'y a pas de parcours d'excellence. Il y a simplement des différences de choix en fonction des affinités. Alors, cette idée, elle vient certainement du lycée, parce qu'il me semble qu'au lycée, quand on est dans le parcours Euro, on est dans le parcours un peu voilà, le plus difficile, mais ce n'est pas du tout ce qui ressort en fac. C'est un parcours différent, qui présente certaines différences avec Sciences Po et DCJ. Il n'y a pas de parcours d'excellence. D'ailleurs, il y a énormément, j'exagère. Tous les ans, il y a quelques dizaines d'étudiants qui ont choisi Euro à la base pour de mauvaises raisons et qui demandent à réintégrer DCJ. Donc, voilà, il faut vraiment faire le choix en fonction des matières proposées, des affinités, et avoir en tête cette ouverture à l'international. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? D'accord. Et du coup, je m'excuse, je peux rebondir sur du coup une deuxième question. C'est juste parce que moi, mon inquiétude un peu en tant que maman, c'est que voilà, comme l'ont dit eux-mêmes en fait les étudiants, il y a les projets qu'on a quand on a 17 ans et puis qui ne sont pas forcément les mêmes que quand on en a 20 ou 21. Et du coup, en fait, là, voilà, pour l'instant, elle a cette envie de pratiquer les langues, de voyager, d'être tournée justement vers l'international. Mais moi, je voudrais pas qu'en fait, vous voyez, ça la bloque et ça l'enferme. Si finalement, elle s'aperçoit que, je dis n'importe quoi, qu'elle a envie d'ouvrir un cabinet d'avocat en France, vous voyez, enfin, en grandissant. Et voilà, moi, Oui, il y a aucun, voilà, il y a aucun blocage qui peut se faire dès la première année. C'est-à-dire que si elle entre en licence Euro et qu'elle s'aperçoit que, bon, finalement, parce que voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, les étudiants discutent entre eux, ils sont en commun dans les cours magistraux, voilà, la communication passe beaucoup mieux entre étudiants que le fait de lire une maquette, par exemple. Et si elle s'aperçoit que elle souhaite changer de parcours ou qu'elle n'est pas dans le bon parcours, elle pourra intégrer la licence DCJ.
Il y a aucun souci. Et même si elle suit le cursus euro jusqu'en 3e année parce que ça lui plaît, parce que les matières proposées lui correspondent, elle pourra tout à fait accéder au concours d'avocat et pratiquer son métier en France, donc s'orienter plus voilà, vers un cabinet français. Et elle ne sera pas obligée d'aller à l'international parce qu'elle suit une licence euro. D'accord. En revanche, pour être tout à fait précise, les stages qui sont imposés en licence euro doivent être en lien avec un domaine juridique international. Donc, il est fortement conseillé d'aller réaliser les stages à l'étranger ou, en tout cas, réaliser les stages dans une entreprise française ou étrangère présente en France, mais qui a des liens voilà, avec l'étranger. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons une question de monsieur ou madame Battel. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur le test. Si on le ratait pour une raison X ou Y, est-ce que c'était rédhibitoire si le projet motivé ou le dossier était plutôt bon? Alors, je suis désolée, je ne sais pas si... moi, je n'ai pas très bien entendu la question. Non, on n'a pas très bien entendu également. Donc, elle porte sur le test. Je crois que la question, c'était est-ce que si elle échoue au test d'entrée, ça va lui porter préjudice sur l'admission alors qu'elle a un bon projet professionnel et une bonne lettre de motivation et des bons résultats. Bon, alors, merci Camille. Donc, je tiens à rassurer vraiment sur le test. Il n'y a pas véritablement d'échec au test, d'accord? Il y a une notation plus ou moins importante, mais on ne peut vraiment pas parler d'échec. Cette note de test, c'est un indicateur en fait qui va s'ajouter au dossier. Et si vraiment il y avait un très gros écart entre la motivation et le résultat du test, ben forcément, c'est quelque chose qui attire l'attention du responsable de formation. Donc, on va aller creuser, voir un peu pourquoi il y a une telle différence. Donc, ce n'est pas un dossier qui passera la trappe. Et encore une fois, ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment le projet motivé. Alors, une question de Kenan. Bonjour. En fait, moi, je voulais savoir pour la licence. Alors, Kenan, on ne vous entend pas du tout, de très très loin. Désolé, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Moi, oui aussi. En fait, je voulais savoir pour la licence euro, par exemple, dans le lycée, on a une filière en fait pour les élèves bilingues. Donc, je voulais savoir si on avait participé à cette filière-là, si ça nous donnait en quelque sorte un avantage pour l'admission. Alors, oui. Alors, je suis pas... je parle au nom des responsables de la licence euro. Oui, c'est un avantage, mais ça n'est pas le critère déterminant. En fait, il y a des prérequis de maîtrise de la langue et c'est ce qui va être le plus important pour pouvoir accéder à la licence euro, outre le fait que vous soyez motivé évidemment pour rentrer dans une licence de droit, mais il va y avoir une vérification de votre niveau de langue. Merci beaucoup. Alors, une question de monsieur ou madame Bourdet. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui. J'ai une question donc par rapport à ce fameux test. Je suis navrée, je reviens dessus. Donc, on est sur Parcoursup. L'enfant est validé. Il est accepté chez vous. Il vient faire le test ensuite. C'est comme ça que ça va se passer? Non.
Le test doit être passé avant, avant que le dossier soit examiné. Tous les étudiants, tous les lycéens qui font le vœu d'intégrer notre université vont être invités à passer le test. D'accord, donc au 8 mars, une fois que nous avons clôturé tous nos vœux, on envoie toutes les lettres pour les différents établissements et c'est à l'issue de cette étape-là que vous allez rentrer en contact avec les étudiants. Tout à fait. Ils vont être convoqués au test en fonction des parcours qu'ils ont choisis. Donc, tous les tests ont lieu le même jour à Lille. Je pense qu'à Issy-les-Moulineaux, c'est la même chose et à 2 dates différentes. Tout est coordonné pour que les étudiants qui postulent dans tous les parcours sur les 2 campus puissent passer tous les tests. Alors, nous habitons à Issy-les-Moulineaux, justement. Donc, pour Lille, on va postuler à Lille et à Issy-les-Moulineaux. Est-ce que ma fille peut passer les tests uniquement à Issy-les-Moulineaux? Non, elle doit passer le test de Lille et le test d'Issy-les-Moulineaux. Qui n'est pas à la même date. Qui n'est pas au même moment. Ce sera peut-être la même date, mais pas au même moment. Alors, je ne sais pas si mes collègues, si Wendy, tu peux m'éclairer sur les dates. Mais... Alors, sur la date, c'est le 10 mai. Pour Issy-les-Moulineaux. Les tests sur le campus d'Issy-les-Moulineaux se dérouleront le 10 mai. Alors, après, pour les horaires, on n'a pas encore les horaires précises, mais ce sera le 10 mai. D'accord. Donc, ce n'est pas la même date que sur le campus lillois. Parfait. Merci, c'est très clair. Alors, c'est le même type de test, évidemment. Ils sont conçus en coordination avec ma collègue. L'idée de faire passer 2 tests, c'est plus une question d'organisation qui est imposée par Parcoursup. C'est-à-dire que le fait que l'étudiant passe le test à ici, va générer, va entraîner un classement. Et ça va permettre aux responsables de formation d'avoir une visibilité sur le dossier de cet étudiant. D'accord? Donc, voilà, il n'y a pas de différence de niveau entre Lille et Issy-les-Moulineaux. C'est exactement le même type de test. C'est plus pour que l'étudiant soit classé sur les 2 campus. Une question d'Océane. Alors, bonsoir. Moi, j'aimerais me tourner plus vers les étudiants. J'aimerais vous demander quelles options vous avez choisies donc, en licence et pourquoi vous l'avez prise et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, en première année, on nous demande de choisir 3 options, il me semble, par semestre, si je dis pas de bêtises. Elles ont un peu ni queue ni tête. En première année, c'est quand même beaucoup de découvertes de pas mal de matières. Je sais qu'il y avait des relations internationales, des grands principes du droit, on avait de la compta aussi, entre autres. Et plus on monte sur les années, plus on a les options sont spécifiques, notamment en 2e et en 3e année. On peut vraiment trouver des options qui font sens avec notre projet professionnel et nos projets de master. Mais globalement, en première année, c'est plutôt de la découverte et prendre un peu les options qui vont plus nous ouvrir. Ça répond à la question, Océane? Oui, merci. Mais j'aimerais aussi savoir, du coup, vous spécifiquement, qu'est-ce que vous avez choisi de prendre en fait? Moi, spécifiquement, j'ai pris relations internationales, grands principes du droit, institutions administratives, et après, honnêtement, je sais plus trop les options parce qu'on en avait 3 par semestre et je sais plus tout en tête. Mais peut-être que d'autres étudiants sauront dire. Ouais, il y avait aussi histoire du droit privé. Donc là, tu vois vraiment la naissance du droit privé en partant de l'époque romaine, même avant. Après, il y avait comptabilité. Moi, ça, par exemple, je l'avais pris parce que c'est sympa, c'est une matière qui change complètement de ce que tu vois. Là, tu vas être sur les chiffres, tout ça, donc c'est sympa, ça change. Mais après, effectivement, il me semble que Lola, elle a tout dit sur les options. À moins qu'après, peut-être qu'il y a des nouvelles options qui sont apparues, vu que le système a changé par rapport à notre année. Je ne sais pas si c'est des nouvelles matières, mais je ne le crois pas, en tout cas, dans les plaquettes.
Non, non, il n'y a pas de nouvelle matière. Il y a 2 options à choisir au premier semestre et 2 au deuxième. Voilà, après, le choix d'options, en tout cas en première année, et Lola l'a très bien dit. Bon, elle a dit non, ni queue ni tête. Bon, c'est peut-être pas l'expression que j'aurais employée. Mais tout de suite après, Lola, vous avez dit oui, c'est de l'ouverture. Vraiment, le choix d'options en première année, il doit se faire par rapport aux... C'est un choix d'affinité. J'ai envie de découvrir. C'est un choix de découverte. Tiens, les relations internationales, pourquoi pas. La compta, ben, voilà, vous l'avez bien exprimé, ça change complètement des autres matières et la démarche intellectuelle est complètement différente. Donc, c'est peut-être une bouffée d'air pour certains. Pour d'autres, ce sera considéré comme étant la pire des options à prendre. Enfin, voilà, c'est par affinité. Après, la compta, pour prendre cet exemple-là, ça va être choisi par des étudiants qui ont peut-être envie de suivre un parcours en deuxième année, droit comptable et financier, ou qui ont envie de s'orienter plus vers le monde des affaires. Donc, ce choix-là, il peut se faire plus par stratégie, mais pour les autres, c'est vraiment de la découverte. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Lison qui demande si pour une même formation sur les 2 campus, ça signifie 2 vœux sur Parcoursup ou un vœu et un sous-vœu. Wendy à l'aide. Alors, est-ce Moi, c'est 2 vœux. que vous pouvez répéter la question du coup? Alors, une même Alors, formation sur les 2 campus. Est-ce que ça veut dire 2 vœux, un pour Lille, un pour ici, ou un vœu et un... Non, c'est 2 vœux. C'est 2 vœux. Oui. Alors, j'allais répondre ça, mais quand j'ai entendu sous-vœux, là, j'avoue, je ne maîtrise plus les subtilités de Parcoursup. Donc, les 2 campus, 2 vœux distincts. C'est ça, les 2 campus sont 2 vœux distincts. Oui. Alors, pourquoi un étudiant serait pris à Lille et pas à Issy-les-Moulineaux, alors que nous proposons évidemment, le même type d'enseignement, les mêmes maquettes, on a le même doyen, hein, c'est la même équipe. C'est une question d'effectifs. C'est-à-dire qu'à Lille, nous sommes en capacité d'accueillir en première année à peu près 600 étudiants, puisqu'il y a aussi quelques doublants. À Issy-les-Moulineaux, on est sur un effectif beaucoup plus petit, hein, un campus beaucoup plus petit, donc ce qui explique qu'il peut y avoir des contraintes simplement de place. Et donc, un étudiant qui peut être pris à Lille ne sera pas forcément pris à Issy. Un étudiant peut être pris sur les 2 campus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai extrapolé un petit peu la question et la réponse. Non, mais je pense que ça clarifie effectivement. On a une nouvelle question de Kenan. S'il nous entend. En fait, tout à l'heure, vous aviez dit que les tests se passaient sur les 2 campus de Lille et ici les Moulineaux. Et en fait, ça m'avait fait parce que au tout début, j'avais demandé si ça dérangeait qu'on ne soit pas sur le territoire français. Et quand vous avez dit que les tests se sont sur les 2 campus, ça m'a un peu embrouillé. Donc, j'ai pensé qu'il fallait que ce soit en présentiel du coup. Non, non, ce sont 2 tests différents, Kenan, mais qui se font en distanciel. Donc, si vous n'êtes pas sur le territoire français, vous pouvez tout à fait réaliser les tests. Ok, merci.
Alors, j'ai une question. Combien d'étudiants pour la première année à ici? Alors, à Issy-les-Moulineaux, c'est 160 étudiants. Et à Lille, c'est 275, 270, 180. Oui, par On parcours. trouve quelque chose comme ça. Oui, ouais, à peu près 300. En première année. Hein. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai donné les chiffres au global tout à l'heure. Oui, c'est 160, entre 160 et 165 à Issy-les-Moulineaux. Et entre 270 et 280, quelque chose comme ça à Lille. Si je ne me trompe pas, Caroline. Oui, oui, c'est ça. Moi, Pour Lille. j'aurais dit un petit 300 en DCJ. Ouais, Lille. Mais je crois que j'inclus les doublants. Donc, au niveau Parcoursup, on va rester sur 270. Alors, j'ai encore une question de Lison qui nous demande quelle est la sélection en L3 pour rentrer en BLM et DEC. Alors, ce que je propose, à la limite, Lison, c'est qu'il y a également une conférence sur BLM. On va répondre à cette question, hein. Mais il y a également une conférence sur BLM, parce que je pense que tu es vachement intéressée. C'est plusieurs questions que tu poses sur BLM. Et il y a ce même format. Alors, pour la date, je ne sais plus exactement. Ah, ben, c'est le 1er mars. Le 1er mars, c'est exactement le même format, donc avant la fin de la clôture de Parcoursup. On a ce même format pour BLM. Et pour ce qui est de la sélection, je laisse… Donc, la sélection BLM, donc quand on vient de la fac de droit, hein, puisqu'il y a deux accès. Hein. Il y a l'accès par l'EDEC et puis l'accès par la fac de droit. Donc, c'est un concours. La matière principale d'écrit, ce sera le droit des obligations. Donc, une épreuve de droit des obligations, type dissertation ou commentaire d'arrêt, mais voilà, un exercice juridique en droit des obligations. Et puis, une épreuve QCM de culture générale avec évidemment une étude de dossier par la responsable de formation qui va justement participer à ce format. Donc, tu as dit que c'était le 1er mars, Wendy. Donc, ce serait vraiment bien que vous puissiez voilà, assister à ça, puisque là, vous aurez les réponses à toutes vos questions. Alors, on a une question de Perrine de France. Oui, bonsoir. C'est le papa de Perrine. Perrine est en seconde et on se pose quelques questions par rapport au parcours d'orientation. Et notamment, vous aviez indiqué que pour certaines filières, après la L3, il y avait des concours à passer. Et j'avais compris qu'il y avait la possibilité de préparation à certains de ces concours au sein de votre établissement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, oui, la préparation au concours se fait après le master. Il n'y a pas de concours pour pouvoir intégrer un master. D'accord? Donc, quand on parle des concours, alors la majorité, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les concours, mais la majorité des concours des professions juridiques et judiciaires exigent un niveau master. Donc, au niveau préparation des concours, nous, à Lille, nous proposons une préparation au concours d'avocat ou de la magistrature, donc une prépa spécifique qu'on va ajouter au master ou qui va être proposé aux étudiants qui ont décidé de préparer de consacrer une année de préparation au concours et donc qui vont suivre cette prépa, des étudiants qui ont déjà un master. Et puis, on propose également un master spécifique qui est le master profession juridique et judiciaire qui va permettre d'allier les deux, à la fois se préparer au concours des professions juridiques et judiciaires et à la fois obtenir un diplôme de Master 2. Donc, c'est vraiment le master qui
qui allie ces deux possibilités. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore une question de Kenan. À moins qu'il ait oublié d'enlever sa main levée. Oui. C'est possible. Sans ça, je vois plus de questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Surtout, n'hésitez pas à lever vos mains pour les poser si on ne les a pas vues dans la longue liste que je suis en train de dérouler à côté de moi. On est là pour vous, on vous écoute. Bien sûr, s'il y a des questions auxquelles vous pensez après, n'hésitez pas à nous contacter directement. Donc moi, en tant que responsable de formation, je pense que mes coordonnées sont données par le service communication. Il y a le service communication aussi qui peut répondre à un très grand nombre de questions. Et puis, il y a aussi tous nos événements, notamment les portes ouvertes, les immersions, qui vous sont proposés pour pouvoir nous rencontrer directement. Ça peut, voilà, c'est un autre format, mais qui vous permet aussi d'avoir des précisions et de vous faire une idée aussi de l'environnement. Je pense que c'est important, que ce soit Lille ou ici les Moulineaux. C'est le meilleur moyen de voir ce qui vous attend, c'est de venir et de prendre connaissance de cet environnement. Alors, à savoir que je vous ai laissé également les adresses mail des meilleurs interlocuteurs que vous pouvez avoir du coup, pour vous renseigner et sur les formations et sur Parcoursup. Donc là, je vous les ai laissés dans le chat. Également, je rebondis sur nos événements d'information. On a la journée porte ouverte le 4 février. Alors, le 4 février, oui, prochain, c'est un samedi. C'est toute la journée sur le campus de Lille. Il me semble que c'est de Florence, éclaire-moi, 8h jusqu'à je ne sais plus exactement quelle heure. Et sur le campus d'ici les Moulineaux de 11h à 16h. Tu disais, Wendy? Les horaires de la journée porte ouverte sur le campus d'ici les Moulineaux. C'est entre 9h et 9h30. Je n'ai plus le souvenir non plus. Et c'est jusque, je crois, 17h30. D'accord. N'arrivez pas à 8h alors. Je vous ai dit. Vous n'arrivez pas à 8h. Ce sera un petit peu de 9h, voilà. Et vous avez le programme sur notre site internet. Sur le campus d'ici les Moulineaux, c'est de 11h à 16h. Donc, pendant ces 2 journées, en fait, pendant cette journée, sur ces 2 campus, vous aurez l'occasion de visiter le campus, le grand campus de Lille et celui un peu plus familial d'ici les Moulineaux, pour le coup. Vous aurez l'occasion de rencontrer les responsables de formation, les étudiants ambassadeurs. Également, fait visiter le campus. On a également des conférences qu'on appelle les études. On a une conférence qu'on appelle les études et métiers du droit. Donc, c'est des conférences qui sont très intéressantes et qui peuvent également vous permettre de vous rendre compte que effectivement, on a énormément d'étudiants qui font des études de droit après une licence, mais ça ne mène pas que forcément à des métiers réglementés, de droit réglementé. Vous pouvez faire énormément de choses. Je ne vais pas me lancer là-dessus, mais je vous invite à venir, je vous invite à participer à cette conférence. À savoir que pour ceux qui sont à l'étranger, je pense également à Kenan, toutes les conférences sont dématérialisées également. Donc, vous pouvez assister à ces conférences de manière dématérialisée. Vous pouvez également poser des questions sur le chat durant ces conférences. Donc ça, c'est la journée porte ouverte, c'est le 4 février, c'est sur les 2 campus. On a également la journée d'immersion. C'est le 6, samedi 6, la JPO. Non, c'est le 4. 4. Oui, c'est le 4, samedi 4 février. Le 6, ça tombe un lundi. Oui. Je pense que tu as peut-être confondu avec le mois de janvier, peut-être. C'est pas grave. C'est pas grave.
Et du coup, le 8 février prochain, on a la journée d'immersion. Donc là, ce sera un cours d'initiation au droit et sur les campus de Lille et sur les campus d'ici les Moulineaux. Malheureusement, celui-là n'est que en présentiel. Vous ne pouvez pas y assister à distance, pardon. Donc, pour ceux qui peuvent se déplacer, je vous conseille de venir sur cet événement. Et les mercredis de l'orientation, mais ça, vous connaissez puisque vous y êtes actuellement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et vous avez oublié de poser d'autres questions pendant cette soirée. On se fera un plaisir de vous renseigner. On a encore une petite main levée, c'est toujours Élorine. Oui, désolée, j'avais une dernière petite question. C'était par rapport au fait que du coup, pour ceux qui ont déjà fait une licence dans un établissement autre que ici les Moulineaux, par exemple, nous, ceux qui sont en distanciel, vu que nos partiels sont décalés par rapport à ceux qui sont en présentiel, est-ce que vous exigez que les bulletins du semestre 1 soient notifiés sur la plateforme? Parce qu'ils risquent peut-être d'arriver après, en fait, la phase de, comment dire, où ce qu'on remplit, en fait, nos données par rapport à notre année, en fait. Je sais pas si vous m'avez comprise. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas comment est configuré précisément Parcoursup. Donc, on vous demande vos bulletins en première terminale et quand vous postulez, alors que vous avez déjà fait une année universitaire, il me semble que c'est vous qui remplissez qui renseignez les différents éléments concernant les notes. Alors, je pense qu'il suffit d'indiquer dans cette rubrique que les notes ne sont pas encore disponibles et éventuellement le responsable de formation. Alors, je parle uniquement pour les étudiants qui sont dans votre cas, Élorine, c'est-à-dire qui ne sortent pas de terminale, mais qui ont fait une année universitaire. Le responsable de formation pourrait peut-être demander quelques éléments complémentaires à une date où vous avez les informations. D'accord. Merci. Voilà, plus de questions apparemment. On va donc pouvoir clore cette présentation, je pense. Excusez-moi. Oui. Bonsoir, excusez-moi, je me permets de vous couper, c'est parce que je rebondis sur une réponse qui vient d'être faite. Quelqu'un a posé la question par rapport aux frais de scolarité, s'il était possible de les payer en plusieurs mensualités. Mais en fait, la personne n'était pas certaine de la réponse. Du coup, je voulais savoir si quelqu'un parmi vous avait la réponse en fait par rapport au nombre de mensualités qu'il est possible Alors de oui, faire. il y a des facilités de paiement. Alors, il me semble que ça va jusqu'à 5 fois, peut-être plus pour des cas particuliers. Après, je vous invite à venir à la soirée parents qui se déroule au mois de mars. Attendez, je vais prendre le flyer, je l'ai juste. Oui, voilà. On a une soirée spéciale parents le mardi 7 mars, c'est en ligne totalement. Et donc, vous pourrez poser des questions sur le financement des études, Parcoursup, les services à l'étudiant, donc les résidences universitaires qu'il y a sur le campus de Lille et les partenariats sur le campus d'ici les Moulineaux. Là, c'est vrai que nous, on n'aura pas forcément l'expertise de vous répondre sur ces thématiques-là. Mais oui, c'est possible de payer en plusieurs fois. Ça j'en suis sûre. Mais après, il me semble qu'il y a 5 fois maximum et un peu plus pour des cas particuliers, mais je ne pourrais pas en dire plus. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est le 7 mars, c'est en ligne et vous aurez les infos, pas sur le site de la FLD, mais sur le site des facultés. Donc, vous allez sur le site des facultés de l'Université catholique de Lille et vous pourrez vous y inscrire. D'accord, merci beaucoup. Ou sinon, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le lien. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à Madame Van Vliet de nous avoir donné de son temps pour nous parler de sa belle formation. Merci beaucoup. Et merci aux étudiants et à Madame Buissard également d'être
d'être venus à cette conférence. Et merci à tous. Merci et au Merci. plaisir de vous retrouver en face à face à la journée porte ouverte. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée à tous.